Alors dans cette vidéo, je vous propose de découvrir ensemble les nouveautés de la version 19.2 de React qui est l'occasion de l'introduction d'un nouveau composant, le composant Activity, et d'un nouveau hook UseEffectEvent. Donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu les particularités et les spécificités de ces deux éléments-là et de les voir aussi dans des cas concrets. Et on va commencer par le composant Activity. Donc le composant Activity va permettre de gérer l'affichage ou le masquage des éléments et aussi de gérer des éléments avec des priorités inférieures. Alors pour vous donner un exemple, j'ai ici un petit compteur que j'affiche ou que je masque en fonction de la pression sur ce bouton-là. Donc actuellement, j'utilise une forme conditionnelle pour gérer l'affichage du compteur. Mais ce que je vais pouvoir faire, c'est utiliser ce nouveau composant Activity. Donc on crée le composant Activity qui va recevoir une propriété mode, et ce mode peut être soit visible, qui est la valeur par défaut, dans ce cas-là les enfants vont être visibles, soit hidden. Dans mon cas, vu que j'utilise une condition, je vais mettre du ternaire et dire si on affiche le compteur, je veux que le mode soit visible, et dans le cas contraire, je veux qu'il soit hidden. Et en enfant de Activity, je vais mettre mon compteur. Si maintenant je réactualise la page, on ne remarquera pas forcément de différence en termes de comportement. Et on pourrait même se dire que c'est plus long d'écrire ça que ça. Sauf qu'il y a une petite subtilité qui est importante. Si j'incrémente les compteurs et que je choisis de les masquer, et que je choisis ensuite de les réafficher, on voit que le compteur qui a été géré via le système d'Activity a gardé son état. Et ça, c'est un point important. Les éléments qui sont masqués via Activity vont garder leur état lorsqu'on les masque ou on les réaffiche. Autre petite subtilité, c'est que le composant est rendu par défaut. Si je réactualise et je reviens à l'état initial et que je regarde mon HTML, on voit que mon compteur apparaît bien dans le DOM. Sauf qu'il y a un display none qui a un point d'exclamation importante qui permet de masquer l'élément. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que le composant est quand même rendu. Même si le composant n'est pas affiché, il est rendu. Alors on pourrait se dire, j'aurais aussi vite fait de faire un display none. Sauf qu'il y a une petite particularité. Si je vais dans mon composant counter et que je mets un useEffect, donc ici on va faire un useEffect où je fais un console log, on va voir que dans notre console, si je réactualise, on n'a rien. Lorsque je choisis d'afficher le compteur, on a le mounted qui est affiché. Et lorsque je masque le compteur, on a le unmounted. Donc les composants qui sont enfants d'Activity vont se comporter un peu étrangement. Si le composant est masqué, le composant sera quand même rendu, mais avec une priorité qui va être inférieure, et le useEffect ne sera pas lancé. Alors dans quel cas ça peut être utile, me direz-vous? Alors moi j'ai repéré plusieurs cas d'utilisation intéressants. Le premier, ça serait le cas d'une vidéo par exemple. Donc j'ai créé un composant vidéo, et ce composant, si je regarde un petit peu son code source, c'est un composant qui va avoir une vidéo qui ne va pas être lancée, et dans le useEffect, je décide de lire la vidéo puis de la mettre en pause. L'avantage avec le composant Activity, c'est que mon composant va être rendu, donc on va avoir notre vidéo qui va être en display none mais qui ne va pas être chargée en dessous de notre bouton. Dès que je vais cliquer sur l'élément, la vidéo va se lire. L'avantage, c'est que si je choisis de masquer le compteur et que je le réaffiche, la vidéo a simplement été mise en pause et c'est toujours le même élément que l'on a conservé. Donc si on veut éviter de réinitialiser les informations, ça peut être très intéressant. Un autre cas d'utilisation qui peut être cool, c'est pour précharger des données. Imaginons-nous, j'ai envie d'afficher une liste d'articles. Donc on va repartir sur le cas initial. Donc on va supprimer ce que j'ai écrit. Et ici, je vais lui indiquer que si on affiche le compteur, je veux afficher les articles. Le problème, c'est que ce système d'articles, il utilise un système de chargement asynchrone. Donc on a besoin d'un suspense pour pouvoir entourer l'élément et afficher un fallback si nécessaire. Donc je fais un suspense à ce niveau-là, et au niveau du fallback, on ne va pas s'embêter, on va mettre juste loading. De cette manière-là, lorsque j'affiche le compteur, on a le chargement, puis les données qui apparaissent. Mais avec le système d'Activity, je peux faire en sorte que justement les données soient préchargées. Vu qu'on va avoir le rendu initial qui va être fait, dans notre poste, on va avoir la récupération aussi qui va être demandée. Ce qui fait que quand l'utilisateur choisira d'afficher les données auront été préchargées. Dans ce cas-là, on va remplacer le code que l'on a écrit ici. On va utiliser le composant Activity, toujours avec ce système de mode qui va être conditionné. Donc si on l'affiche, on le veut en visible et sinon on le veut en hidden. Et ensuite, on mettra en enfant notre composant post. De cette manière-là, si je recharge ma page, par défaut, il va charger les données. Ce qui fait que quand on affiche le compteur, on a déjà les données qui sont préchargées. Par contre, si l'utilisateur venait à cliquer sur Show Counter instantanément, on verrait le loading qui s'afficherait, parce qu'on est toujours dans la phase où on était en train de charger.
Donc dans la documentation, il vous indique que vous pouvez l'utiliser comme remplacement de cette syntaxe-là, mais il faudra quand même faire attention. Comme on l'a vu, ça n'a pas non plus le même comportement. Si vous avez un élément que vous savez qui ne sera pas forcément systématiquement visible, mettre des conditions peut être intéressant parce que le sous-composant ici ne sera jamais rendu. Donc ça veut dire que le code qui est à l'intérieur ne sera jamais appelé. Par contre, le composant activity est intéressant si vous avez un élément où vous savez qu'il va probablement être affiché, parce que vous pouvez commencer à précharger de la logique et faire en sorte que ça soit plus rapide lorsque l'utilisateur va demander un affichage. Mais au niveau du fonctionnement interne, c'est pas la même logique. Ça peut aussi être intéressant, comme on l'a vu pour le composant vidéo, où on a besoin de gérer la persistance. Et on veut toujours le même élément, qui soit masqué ou affiché, pour le mettre en pause ou en lecture. Autre petit détail pour finir, si jamais on a plusieurs éléments, il l'accepte. On n'est pas obligé d'avoir un seul élément racine à ce niveau-là. Donc si j'ai à la fois le counter mais aussi le composant vidéo, et on va enlever le suspense ici parce que je n'en ai pas besoin, on va voir que dans ce cas-là, on a bien les deux composants qui ont tous les deux le display non en important. Donc voilà pour ce petit détail-là. Donc ensuite, la nouveauté de cette version 19.2, c'est l'introduction d'un nouveau hook qui s'appelle useEffectEvent, qui va permettre de transformer une fonction pour pouvoir l'appeler dans un useEffect. Alors pour cet exemple-là, je vais avoir un autre composant, et ce composant, il s'appelle EffectDemo. À l'intérieur de ce composant-là, j'ai mis une petite fonction logCount qui dépend de l'état, et cette fonction, je l'appelle au bout de quelques secondes dans mon useEffect. Donc le problème à ce niveau-là, c'est que si j'incrémente et que je regarde dans ma console, on voit que le count n'est pas bon. Effectivement, nous, dans le useEffect, on va lui passer la méthode qui a été générée au moment du premier rendu. Au moment du premier rendu, la valeur count valait 0. Même si la fonction est appelée plus tard, la variable logCount, c'était celle du premier rendu. Et ça, c'est vraiment une source de problème important. Pour remédier au problème, moi, ce que j'avais tendance à faire, c'est que je créais une ref, on va l'appeler logCount. On faisait un useRef. Et ensuite, j'utilisais cette ref-là pour sauvegarder ma fonction. Comme ça, en fait, dans la ref, j'avais toujours la dernière version de la fonction. Et à ce niveau-là, dans mon useEffect, il fallait que j'appelle le point courant. Dans ce cas-là, si je réactualise la page et que je clique deux fois, lorsque le log est appelé, on avait la bonne valeur. Même si cette approche fonctionne, on va pas se mentir, elle n'est pas idéale. Au point même que moi, je me crée souvent ce hook-là, le useRefSync, qui permet justement d'avoir une fonction qui fait appel à la ref automatiquement. Donc souvent dans mes projets, ce que je faisais, c'est que je faisais ici un useRefSync. À ce niveau-là, je lui passais directement le code de ma fonction, voilà, qui était donc sauvegardé dans une ref en interne grâce à ce hook que j'avais créé. Et après, ça me permettait dans mes fonctions de pouvoir appeler cette fonction tout en gardant toujours la même instance. Et dans ce cas-là, si j'actualise et que je l'incrémente, on voit bien que la valeur est la bonne. Mais je n'aurai plus besoin de faire ça grâce maintenant à l'introduction d'un nouveau hook, useEffectEvent. Ce hook va faire quelque chose de relativement similaire, il va sauvegarder la fonction en gardant toujours la même instance. Comme ça, ensuite, cette fonction-là peut être utilisée dans les useEffects. Si ici j'incrémente avant que le console log soit affiché, on va bien voir que le compteur affiche la bonne valeur. Donc à l'avenir, si vous avez une fonction qui est définie dans le composant et qui est ensuite utilisée dans le useEffect, je vous conseille d'utiliser le useEffectEvent parce que ça vous permet de vous assurer que vous allez, dans cette fonction-là, avoir la dernière version de l'état de votre composant. Ensuite, un autre petit changement de cette version 19.2, c'est un changement au niveau de useID. Donc c'est un changement qui est mineur mais qui peut introduire pas mal de petits problèmes, notamment sur vos tests si vous ne l'avez pas forcément vu venir. Donc useID, pour rappel, c'est un hook qui permet de générer un ID unique qui va être propre au rendu du composant et qui va être persisté tant que le composant existe. La petite particularité, c'est que ces useID utilisaient des deux points au niveau de leur syntaxe pour éviter d'être en collision avec les ID classiques que vous pourriez utiliser dans votre DOM. Ils sont revenus sur ce choix-là et maintenant ils utilisent un underscore. Alors ici, si j'affiche mon counter et que je regarde au niveau de ma structure HTML le compteur que j'ai ici, on va voir que l'ID ici c'est underscore R, underscore 0, underscore. Et même si j'incrémente, cette valeur reste toujours la même. Avant c'était 2.R, 2.0, donc ils ont changé ça. Donc si jamais vous avez des tests où vous ciblez les éléments en fonction de leur ID React, bon, ça serait bizarre de faire ça, voilà, vous pourriez avoir des problèmes. Pourquoi ils ont fait ce changement-là? Pour que les ID puissent être utilisés aussi au niveau des View Transition Name pour faire des transitions entre les pages, ce genre de choses. Voilà, c'est un petit détail, mais ça peut avoir un impact sur votre projet. Enfin, la dernière nouveauté de cette version 19.2, côté front-end, elle ne concerne pas directement React, mais plutôt les DevTools qui y sont associés.
En effet, vous allez maintenant avoir dans votre onglet Performance de votre inspecteur de nouvelles pistes qui vont permettre d'inspecter les effets de performance de votre application React. Si je prends un exemple concret, j'enregistre ici, on va incrémenter, je ferme, et si je regarde, je vais avoir deux nouvelles pistes. La première, c'est le scheduler qui vous permet de voir où est-ce que React a passé du temps. Donc par exemple, dans mon cas ici, on voit qu'il y a un clic qui a déclenché ensuite une update, donc ça c'est les changements d'état, qui déclenche ensuite un re-rendu. Le commit, c'est au moment où on fait les changements au niveau du DOM, et après on attend avant de lancer les derniers effets. Donc ça vous permet, si jamais vous avez des lenteurs, de voir ce qui s'est passé. Et j'ai la même chose à ce niveau-là lorsque je reclique une seconde fois. On peut voir aussi le temps passé sur les transitions, les suspens. Vous avez une autre partie qui est la partie Components qui vous permet de voir qu'est-ce qui a été re-rendu. Donc là on le voit, c'est le composant counter qui a été re-rendu. Si je refais un essai, j'enregistre, je clique ici, je clique sur plus et moins, plus, et maintenant je vais avoir plusieurs composants qui vont être re-rendus. Donc à ce niveau-là, on aura sûrement le composant app, et un petit peu plus tard, le composant counter quand j'ai incrémenté. Donc je trouve que ça, c'est plutôt pas mal pour identifier les éventuels problèmes. Il y a un élément particulier que je trouve intéressant dans le scheduler, c'est les détections des changements d'état dans les use effects. Alors pour vous donner un exemple concret, on va ici prendre le compteur, et je vais le recacher de manière traditionnelle. Donc on va lui dire, si on affiche le compteur, je veux que tu affiches ça. Voilà, et dans le use effect du counter, on va s'imaginer qu'on fait un truc qu'on ne devrait jamais faire, on fait un set count et on incrémente directement d'une valeur, comme ceci. Donc, comme on le dit, là de toute façon même il le souligne en rouge, ça c'est quelque chose qu'on n'est jamais censé faire. Mais on imagine qu'on le fait pour des raisons qui nous sont propres. Si je réactualise la page, que j'efface un petit peu tout ce que j'ai eu, je clique sur enregistrer et j'affiche mon compteur. Il affiche bien la valeur 3 et à première vue il ne s'est rien passé d'anormal. Par contre, si je regarde au niveau du scheduler, on va voir qu'on a des indications supplémentaires. Je regarde dans la partie blocking et je vais avancer ici. Et on a une nouvelle partie qui est ici en rouge. Cette partie, c'est le cascading update. Elle vous indique qu'il y a eu une update en cascade qui a été déclenchée par un use effect. Si on regarde un petit peu le parcours, on a ici le render, ensuite on a le commit, on attend. Ensuite, on lance les remaining effects. C'est à ce moment-là où il est lancé le use effect qui rechange les choses. Et donc, il détecte un cascading update. Et ensuite, il refait le rendu, le commit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça peut être très intéressant parce que lorsqu'il y a des rendus, vous pouvez tout de suite, en un clin d'œil, voir s'il y a des re-rendus en cascade. Et après, voir où est-ce que ça a lieu. On voit que ça a lieu dans le counter et ça nous indique que c'est à la ligne 8. Donc c'est à ce niveau-là, c'est ce use effect-là qui a déclenché ce problème-là. Donc ça peut vous permettre comme ça de détecter des éventuels problèmes de performance et de les améliorer. Donc ces nouvelles pistes sont disponibles dès lors que vous avez l'extension React DevTools d'activer. Donc voilà pour les nouveautés de cette version 19.2 pour tout ce qui est front-end. Alors ensuite il y a quelques petits changements mais ils concernent plutôt le rendu côté serveur. Vu qu'en général c'est quelque chose qu'on ne va pas faire directement et que ça va être fait par un framework, c'est vrai que c'est un peu plus anecdotique. Mais pour vous parcourir ça rapidement, on va avoir le cache signal qui va permettre de savoir quand est-ce que le cache a expiré, par exemple si un composant est cancel ou ce genre de choses. Donc c'est très utile avec Fetch notamment pour pouvoir annuler la récupération de quelque chose côté réseau si on n'en a plus besoin. Ensuite, on a aussi le rendu partiel qui va permettre de pré-rendre une partie de l'application pour ensuite la continuer plus tard. Donc on peut s'imaginer qu'on rendrait toute la coquille d'une application, tout notre layout côté serveur, et ensuite on ferait une récupération côté front-end pour faire la suite. Donc ça a l'air d'être un truc assez poussé, mais encore une fois, c'est plutôt lié au rendu côté serveur à mon sens. Après, on a quelques petites améliorations au niveau du suspense pour faire en sorte de grouper les rendus. Donc ça devrait améliorer un petit peu les performances pour éviter d'avoir un rendu intermédiaire où on rend un élément en attendant un autre. Et enfin, ils ont ajouté le support des WebStreams pour Node.js au niveau du rendu côté serveur. Voilà, c'est un peu plus anecdotique comme je vous le dis parce que moi je ne fais pas du rendu côté serveur, mais si ça vous affecte, ça peut être intéressant. Et là, on a terminé avec cette petite exploration de cette version 19.2. Donc c'est un changement de version mineur, donc on n'a pas forcément de breaking change qui ont été rajoutés, mais c'est que des ajouts de fonctionnalités. Le composant activity, je le trouve intéressant pour le côté où on conserve l'état d'un composant. On l'a vu notamment avec l'élément vidéo, ça restait très très pratique. Par contre, je vous avouerai que je n'irai pas remplacer toutes mes conditions ternaires avec ce composant-là. Le fait que le composant même masqué soit rendu,
pour moi, en termes de performance, c'est pas idéal. Si on veut faire du pré-rendu ou si on sait qu'un composant doit garder un état, c'est intéressant. Mais par contre, dans les autres cas, j'aurais tendance à garder la structure traditionnelle. Le hook useEffectEvent, quant à lui, il est intéressant pour le cas qu'on a vu, où on a un événement que l'on va déclencher dans un useEffect. Par contre, je trouve que son nom n'est pas forcément indiqué. Et de la même manière, je pense qu'on pouvait déjà résoudre ce problème-là avec un hook personnalisé, comme le hook useRefSync que je vous ai montré. Je trouve que là, finalement, on rajoute un hook qui a un nom un peu compliqué, qui n'est pas forcément évident à comprendre au début, et qui a un cas d'utilisation qui est limité. En effet, j'aurais bien aimé avoir un nom un petit peu plus générique, vu que ce useEffectEvent, je m'imagine pouvoir l'utiliser pour par exemple passer un callback à une fonction qui resterait fixe et qui ne changerait pas entre chaque rendu. Là, je trouve que ça donne un hook qui correspond à un cas d'utilisation trop spécifique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir ces nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à faire un tour sur la documentation pour avoir plus d'exemples et plus de détails. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!